Welcome back tout le monde. On continue notre formation et aujourd'hui, dans cette classe, on va parler précisément du DevOps et du déploiement continu, continuous delivery. Voici où est-ce que se situe le fameux continuous delivery. On a couvert pas mal de choses là, vous vous souvenez. Donc pour rappel, voici les choses qu'on a couvert précisément. Encore. Allez, je vais noter ça, comme ça sera plus simple et je vais partager cet écran. Ah, c'est déjà fait. Go. On a parlé de cette partie, on a fait comment constituer notre équipe, hein. Ça c'est déjà fait. Ensuite, on a fait la partie comment on lance et on travaille pour délivrer un produit agile. Les équipes, ça c'est fait. Le Kanban, les rôles et les équipes, la méthode de travail c'est XP ou Scrum. On a construit notre backlog ici, on a parlé design thinking, et on a parlé des fameux sprints ou des itérations qui sont là. On a parlé de l'IP itération. Et on a très peu ou pas parlé de ça. Vous voyez les fameux cercles en boucle qui sont là. CD, CI et CE. Et on n'a pas parlé aussi de DevOps ici. Tout ça, je vous rappelle qu'on est déjà dans essentiel, hein, la configuration essentielle de Safe. Donc on va focaliser notre effort du jour sur DevOps et ce qui se passe là, ici au milieu, à CD, CI et CE. Voici ce que c'est. Donc notre leçon, c'est Continuous Delivery. On va parler de DevOps, on va parler de CE, qui est Continuous Exploration, on va parler de CI, qui est Continuous Integration, et CD, Continuous Deployment. Tout ça, on fait ça pour atteindre un but, le fameux Release on Demand. Il faut que tout ce qu'on code, tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on produit soit bien fait, fait à temps, et pour qu'on puisse maîtriser la release. On puisse nous appeler, allô, on a besoin de ça et c'est déjà prêt, ou bien on sait déjà comment faire. La tuyauterie est bonne. J'avais pris un exemple qui est simple. Imaginez que vous êtes couturier, vous faites des modèles, vous faites de belles choses chez vous. Et encore, si vous devez porter ça, enfin porter, c'est-à-dire prendre ces affaires, aller à la poste, envoyer ça aux différents commerçants, et une fois là-bas, déléguer quelqu'un qui va mettre ça dans les étals ou les étagères, déléguer quelqu'un qui va suivre la vente, ça commence à devenir vraiment compliqué. L'idée, c'est d'automatiser tout ça, soit en payant quelqu'un qui le fait, soit en mettant en œuvre un système qui fait que tout ça s'est fait rapidement. Vous faites la couture, vous empaquetez ici, vous déposez juste devant chez vous, allez hop hop hop, il y a quelqu'un qui s'en charge, hop, le truc est déjà sur étagère, le truc est vendu, l'argent vous est ramené, ou vous avez des feedbacks si c'est acheté ou c'est pas acheté. Au moins, vous êtes sûr que vous vous concentrez sur la conception, la création, tout le reste est automatisé. Beaucoup d'applications sont hébergées sur des gros serveurs, des gros web services, pas Amazon Web Service où il y a, je crois, Google Cloud là, Azure aussi pour Microsoft. Les gens codent, les gens testent, les gens déploient, et les gens appuient sur un bouton. Ils déploient en local, bien sûr, et ils appuient sur un bouton et tout est allé sur le cloud. Maintenant, je dis ça peut, c'est pas, ça peut être accessible aux clients, aux utilisateurs ou à des personnes habilitées. C'est sur ça qu'on va passer du temps aujourd'hui. Le DevOps. En fait, qu'est-ce que c'est que DevOps? Donc, dans DevOps, il y a Dev et il y a Ops, les opérationnels. Pendant longtemps, on avait les gens du développement et on avait les gens de l'opérationnel. Donc, quand j'entends par opérationnel, c'est-à-dire que les gens codaient leurs applications et pour pouvoir mettre tout ça en ligne ou pour pouvoir mettre ça à disposition, en fait, il fallait payer. On s'adressait à d'autres équipes qui étaient des équipes qui venaient du réseau, de la sécurité ou de l'administration, ce genre de choses. Souvent, il y avait des fights. Et ils n'étaient pas mariés, il y avait un gros mur entre eux. Ça se passait pas toujours très très bien. Voilà. Jusqu'à ce qu'on... Écoutez, on décide de faire quelque chose. On dit, mais pourquoi on ne mettrait pas les gens qui sont dans la seconde partie, c'est-à-dire quand on code, c'est bien, mais après coder, il faut faire autre chose. Bah, les gens qui sont dans l'autre chose là, on n'en mettrait pas un ou deux, histoire qu'ils vivent une certaine réalité, histoire qu'ils voient un peu une certaine des choses qui se passent, puis qu'ils puissent, avec nous, les devs, euh, qui puissent faciliter ou nous aider à faciliter la mise en ligne ou la mise à disposition de ce qui a été codé. C'est comme ça qu'il y aura un premier mariage ou un premier fiançailles entre la partie Ops et la partie Dev. Et donc, on va essayer un truc hyper simple que tout le monde connaît déjà, le truc en 5 phases là, dans le design sprint. 1, on va définir un besoin. 2, on va prototyper ou je sais pas, commencer à construire, assembler des informations.
3, on va tester. Après, on va mettre à disposition. Et ensuite, en 5e, c'est le moment où on va observer, on va regarder. Et puis après, on va faire rebelote encore ici au début. Comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici un schéma parfait qui dit, quand on a fait ça, on a testé, on a vu finalement que en fait c'est bien, on arrive à impliquer ou à intégrer tout le monde business, les gens de l'architecture, la sécurité, la compliance, c'est qu'on a poussé le game très très loin pour avoir un pipeline de continuous delivery. Ça prend en compte tout le monde et ce truc là ça fonctionne en cycle. Et il y a l'approche du DevOps, c'est pas un cours de DevOps, l'approche du DevOps c'est le calmaire. Donc calmaire, c'est font insuffler cette culture de DevOps. On automatise, il faut automatiser un maître mot, automatiser. On fait tout ça pour rentrer dans le lean flow. Le lean flow, on a déjà parlé de lean flow, on cherche un flow. De sorte à ce que nous on code bien, dans un bon rythme avec la bonne pratique, mais il faut que ça coule de source. Tu appuies un bouton, toute la suite se fait derrière. Tu n'as pas besoin de souffrir pour ça. Et on mesure, il faut mesurer à quel point ça marche bien ou à quel point ça marche pas, à quel point on peut faire ça ou à quel point on a de la demande. Et le recovery, c'est-à-dire réduire les risques et maintenir la valeur. Bon, c'est juste calmaire, c'est pas trop l'objet du cours, mais le DevOps fait partie intégrante de n'importe quelle équipe à peu près sérieuse. On travaille en mode DevOps. En fait, ce n'est même plus une question négociable. Voici le fameux continuous delivery pipeline en lui-même. Donc vous voyez, on a déjà parlé de ça. Et de quoi est-il composé? On va commencer par le premier, qui est le continuous exploration. Donc continuous exploration, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, à tout moment, pour explorer les besoins, pour explorer la faisabilité. L'exploration, en fait, ça vient d'hypothèses. On a fait ça dans le cours, dans la leçon de Customer Centricity, là, ici. Dans Customer Centricity, c'est parce que cette partie-là, vous voyez, on était là, understand the problem, pour comprendre le fameux problème. Allez, donne-moi juste une minute, là. Voilà. Pour understand the problem, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut explorer différemment. Explorer différemment, ça signifie quoi? Ça signifie diverger. Ensuite, on va converger. On est dans l'exploration de solutions. À la fin, on sort des hypothèses pour dire, tiens, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour revenir à là où on en était, on était ici. Donc, c'était l'exploration. Donc, l'exploration avec des outils du type Customer Centricity. On a déjà parlé de l'Empathy Map, on a parlé du Gemba Walk, de l'avatar, le fameux persona. On va sortir des hypothèses, on va travailler avec les gens du product management, les architectes, on va synthétiser tout ça pour avoir des futures. Des futures, c'est d'abord des hypothèses, il ne faut pas oublier. C'est qu'on n'a pas encore développé, on pense que si on fait, ça va marcher. C'est ça la notion d'exploration continue. Nous sommes dans l'exploration. Quand on finit l'exploration, c'est des choses qui sont contiguës. C'est-à-dire qu'on finit l'exploration, on a les futures, il faut commencer à coder. Quand on code, il faut intégrer. C'est-à-dire qu'on a codé un nouveau module, on a codé un bout, il faut le mettre à l'autre bout qui existait, qui n'est pas le bout en fait, qui est la matrice, qui est la mère. Il faut le mettre, il faut l'intégrer pour voir à quel point ça marche ensemble. Continuous integration. Donc ça c'est la deuxième partie. Continuous integration, vous voyez, c'est développer. Ensuite, build signifie faut faire tourner le code, quoi. Faut l'assembler. Je n'ai même pas les mots en français. Faut compiler, voilà, on peut appeler ça comme ça, compiler et puis lancer. Une fois qu'on fait ça, on va faire des tests d'intégration pour savoir est-ce que tous les éléments qui ont été rajoutés, est-ce que déjà ils arrivent à se marier, est-ce qu'ils marchent ensemble, est-ce qu'il n'y a pas trop de clash. On va tester tout, c'est ça la notion de continuous intégration. Mais on fait de l'intégration, ça signifie pas qu'on a déployé. Attention, on explore, on dit il y a des nouvelles choses à faire ou des bonnes choses à faire. On fait ces bonnes choses-là, on les met ensemble, ça signifie pas que tout le monde y a accès. C'est ça qu'il faut faire la différence. Quand on finit d'intégrer, ou on a un process d'intégration continue qui marche bien, on va passer au déploiement. Maintenant, tout comme l'intégration ne signifie pas le déploiement, voici ce qui implique le déploiement. Dans le déploiement, continuous deployment, on déploie et on vérifie. On déploie, on vérifie, on mesure et ensuite on ajuste, on mesure. On dit, ah tiens, on déploie, ça fait 1 ici, 2, on vérifie, 3, on monitor et ensuite 4, c'est le feedback en fait. À quel point c'est bon, c'est pas bon. Mais tout ça, on fait pas ça pour rien. On fait ça pour atteindre
une optimisation du release on demand. Il faut qu'on puisse maîtriser le release. Le release, c'est ça qu'il faut maîtriser. Et dans tout ce qu'on va déployer, on ne déploie pas tout et tout n'est pas de même nature. Donc ici, vous voyez une bonne illustration. En fait, il y a des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités utilisateurs, de l'utilisateur final. Il a son rythme de déploiement. Il y a des fonctionnalités de sécurité, des mesures de sécurité, des patchs. Il y a des fonctionnalités pour les gens, les administrateurs, le back-office. Et il y a des solutions, des bouts de code qui vont toucher tout le code dans son entièreté. Tout n'est pas pareil et donc on n'a pas les mêmes streams de déploiement. Tout ça, ça doit être fait, ça doit être mis en œuvre pour être efficace. Et tout à l'heure, je vous ai dit, intégrer, ce n'est pas déployer. Autant, une fois que quelque chose est déployé, ça ne signifie pas que la chose a été relâchée. Le release, on n'est pas encore au stade du release ou de la release. Pourquoi? Regardez bien ce schéma. En fait, souvent, dans beaucoup d'applications ou même sur beaucoup de sites internet bien conçus, vous avez accès à tout ce dont vous aviez accès. Mais en fait, il y a une adresse que vous ne connaissez pas. C'est pas encore mis sur le grand public et là, le bouton n'est pas encore activé sur la page. Mais si vous connaissez l'adresse, vous allez avoir accès à d'autres types de fonctionnalités. C'est parce qu'en fait, le truc a été intégré, il a été déployé, mais il n'a pas été releasé, il n'a pas été mis à disposition, il n'a pas été mis à la disposition des utilisateurs. Donc, la release, le déploiement n'est pas la release. Donc, la release, c'est une fois que la feature est mise en œuvre, déployée, et on a décidé de la donner à X personnes. Voici ce que c'est que les trois grandes parties qui sont l'exploration, l'intégration et le déploiement. Et derrière le déploiement, eh bien, il y a la release en fonction des besoins. Donc quand je dis release on demand, ça va fonctionner potablement comme la continuous deployment. C'est-à-dire qu'on a déployé, c'est vrai, ok, maintenant, on va vérifier à quel point ça peut être stabilisé. Parce que tout à l'heure, c'est intégré, c'est déployé, il y a 1000 personnes qui utilisent, qui testent, oui. Mais quand c'est une grosse appli et qu'on met en ligne et qu'on dit OK, release et que 100 000 personnes l'utilisent d'un coup, là on rigole un peu moins. 1000 personnes et 100 000, c'est pas du tout la même charge, c'est pas pareil. On mesure, on apprend et toujours on reboucle pour savoir qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien. Et encore, en dessous de la fameuse release on demand, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier de mentionner. C'est-à-dire qu'il y a un terrain, une sorte de plateforme sur laquelle les fameuses, ça là, les streamlets. Quand vous voyez les streamlets, chaque fonctionnalité ne fait pas le même boulot. Et tout ça là doit venir se baser ou s'asseoir, s'exécuter sur un certain type de code ou un certain type de plateforme, de service. C'est sympathique quand vous ouvrez par exemple l'application de votre smartphone, vous ouvrez l'application bancaire. Ensuite, vous ouvrez une application de messagerie. Et tout ça, on vous demande, chaque fois que vous voulez accéder à des photos, par exemple, dit oh, identifiez-vous. Vous voulez accéder à la banque, identifiez-vous, identifiez-vous. Oui, ce sont différentes applications, mais qui sont sur une plateforme. Et cette plateforme-là, elle utilise un autre service au-dessus, qui est l'authentification. Donc, votre WhatsApp, votre banque, votre je ne sais pas quelle autre application, tous ceux-là vont venir utiliser un service commun, qui est l'authentification. L'authentification fait partie de ce qu'on appelle les... Ça fait partie de ce qu'on appelle les enablers. Et en fait, tout ça, que ce soit le système d'exploitation, que ce soit les enablers, mais aussi d'autres types de fonctionnalités, sont dans le runway, c'est-à-dire la piste de marche. Enfin, je ne sais pas comment on dit runway en français. Le runway, c'est runway. Vous savez, les mannequins là. Les mannequins défilent sur une sorte de podium. C'est ça un runway. Je ne sais pas en français ce que c'est. Mais il y a un architectural runway qui est le fait que le système en lui-même fait tourner en fait un ensemble d'équipements, un ensemble de codes, un ensemble de guides, un ensemble de services en dessous des fonctionnalités. Et les fonctionnalités sont au-dessus. Ce schéma ici l'illustre très très bien. Voici là, l'exemple c'est a single, il parle de a single sign-on mécanisme will enable sign-on in multiple applications. Le déverrouillage de votre smartphone est utilisé par plusieurs applications à l'intérieur. Bah, c'est quelque chose de ce type. Donc vous voyez que, allez, ça, disons que ça c'est votre WhatsApp. Allez, WhatsApp. Ça, c'est votre WhatsApp. Ça,
c'est application de la banque. Et ça, c'est l'application photo, par exemple. Mais tout ça, en fait, s'appuie sur cette application, ce enabler, celui-là, celui-là. Mais même encore celui-là, il s'applique sur tout ce que vous voyez en dessous. C'est le fameux runway. On est tout ça dans le runway. Donc c'est ce qui est en dessous. Donc le déploiement continu, c'est du DevOps, c'est l'exploration continue, l'intégration continue, le déploiement continu et la release on demand. Et tout ça se passe parce que nous avons une bonne base, un bon architectural runway qui nous permet de développer sereinement en haut de ces couches-là. Ça, c'est le dernier élément important à savoir pour développer proprement comme un pratiquant de safe ou dans une organisation safe. Si je reviens ici, je pense que je vais vous trouver ça. Ce récap-là. Je vais partager cet écran. Peut-être que ça peut être plutôt utile pour, je sais pas, pour tout le monde. Et on peut voir ici, donc pour en faire plus Là, c'est bon, ma souris est visible. Il serait peut-être mieux que je puisse intervenir sur ça. Et comment je vais faire ça? Voilà, c'est très simple. Voilà, donc je vous ai déniché la fameuse config complète. Donc c'est la full config. Mais restons plutôt là. On a vu les fameuses 7 core compétences. Continuous learning. Les 7 core compétences. Continuous learning. Ensuite, allez, on va faire ça en bleu, ce sera plus simple. Continuous learning, on a vu technical agility, on a vu agile product delivery couplé à agile solution delivery. On n'a pas encore parlé de lean portfolio management. On a déjà parlé de organizational agility. Ok. On sait comment on forme une équipe, on connaît les rôles qu'il y a dans une équipe. Hein. On sait avec les outils avec lesquels on travaille. Scrum XP, on travaille avec un Kanban. On s'est formé un backlog, on connaît comment calculer, on sait comment calculer ça. Hein. Le Workday Short Test Job First. On connaît les 4 core values. On connaît le Lean Agile Mindset. On connaît les fameux 10 principes qu'on a déjà vus. Et on sait ce que c'est que Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Deployment. On connaît les itérations. On sait ce que c'est que faire des objectifs. On connaît le fameux IP itération qui est Innovation and Planning Iteration. On a parlé de l'événement qui s'appelle Inspect and Adapt. On connaît ce que c'est que les systèmes démo. On vient de parler tout à l'heure des enablers qui sont des éléments qui sont très très communs aux applications ou aux modules qui tournent dans le programme, dans le projet. On connaît déjà les objectifs, les goals, on les connaît. On fait tout ça, le fameux CE, CI, CD, c'est pour avoir un bon release on demand. Hein. On connaît déjà le DevOps, on sait qui ils sont, c'est le mariage entre nos amis développeurs et les gens de l'opérationnel, et maintenant on met des gens de la sécurité. On a parlé du built-in quality parce qu'il y a des façons de développer, ça on a déjà traité tout ça. On connaît les metrics, donc c'est déjà bon pour la partie essentielle. Hein. Normalement avec ça, vous en savez suffisamment, vous en savez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que n'importe quel individu qui travaille, qui n'a jamais été strictement formé dans l'agilité à l'échelle. Je vais continuer pour les prochaines vidéos avec des sujets beaucoup plus courts sur le Lean Portfolio Management et aussi sur il y a des questions, un ensemble de choses qu'on se pose qui relèvent souvent du cas par cas. Et qui ne font pas partie en fait de la littérature de safe ou de l'agilité à l'échelle. C'est par exemple comment tenir une rétrospective dans un environnement un peu chaotique. Il n'y a pas vraiment une ligne dans safe qui parle de ça, mais c'est un retour de bonne pratique, mais aussi de mon expérience personnelle. Je vais faire un petit article ou des petites vidéos sur ce type de sujet. Et donc vous en savez suffisamment, c'est la dernière grande vidéo sur un grand sujet de safe. Je vous en dirai plus dans peu de temps sur ce même canal. Allez, portez-vous bien. Ciao.